Alors, il n'y a pas de parité, hein. On n'a que des oratrices féminines. Et on a la chance d'accueillir maintenant Hélène Sébula de Strasbourg, neurochirurgienne, et qui va nous parler de la pénibilité du métier et des conditions de travail en neurochirurgie. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation. Merci au professeur Rohr de m'avoir proposé cette thématique. Alors, quand on m'a demandé de parler de la pénibilité du métier et des conditions de travail, je me suis dit, mais ce que je disais, où est le problème? Mon métier n'est pas pénible. Parce qu'effectivement, j'ai choisi ce métier au départ par passion. Et au final, je me suis bien penchée sur la littérature et on sort quand même pas mal de choses dont je vais vous décrire. Alors, d'abord, la neurochirurgie, c'est une spécialité microchirurgicale. Elle est caractérisée par ses heures de travail très longues, les heures d'intervention qui sont longues. On est pendant de longues heures sous microscope. Ça nécessite beaucoup de patience. Et finalement, ça peut être un atout pour une femme. Et on a encore très peu de femmes dans la neurochirurgie. Alors, une interne en neurochirurgie a écrit cet article, a décrit sa journée d'interne en neurochirurgie qui a été publiée dans Lancet. Et elle décrit donc début d'horaire de travail, ce qui est à peu près comme à Strasbourg. On commence à 7h15, on fait la visite, puis on a un staff, on discute des dossiers des patients de la veille, des urgences, on va au bloc opératoire, ça dure plusieurs heures. Puis on finit le bloc opératoire, on va faire la visite, on va faire des consultations, on va voir des familles. Et puis on répond aussi aux mails. On est inondé de mails, je pense que vous aussi, à la fin de la journée. Et puis, plus pour les seniors, il y a aussi une grande charge administrative qui prend le pas un peu aussi sur la clinique. Et pour les internes, surtout les internes actuels, il y a l'informatique. Tout est informatisé actuellement, alors c'est très bien, mais ça prend énormément de temps. Et les internes sont plus devant leur ordinateur à essayer de faire des prescriptions et de remplir un dossier médical qu'au lit du malade. Et quand moi j'étais interne, je pouvais prescrire un paracétamol et des corticoïdes en moins d'une minute. Eux, pour prescrire un paracétamol, ça prend plusieurs minutes. Parce qu'il faut encore valider, il faut encore rentrer un mot de passe. Et puis c'est une contrainte quand même pour l'interne. Et puis cette femme, elle décrit très bien ces remarques qu'elle a pendant sa journée en tant qu'interne. C'est très bien de voir une femme choisir ses spécialités ou comment une femme peut faire ses spécialités chirurgicales. Et la problématique aussi qui a soulevé ce directeur de programme d'un programme de neurochirurgie, c'est finalement quand une femme choisit de ne pas faire la neurochirurgie, pas par manque d'intérêt, mais parce que à cause des challenges qu'elle pense devoir franchir en tant que femme. Alors, qu'est-ce qui est décrit dans la littérature ? Il y a un article qui a été publié par les neurochirurgiens français, les internes et les seniors, sur les conditions de travail. Alors, ce qui ressort, c'est un temps de travail excessif hebdomadaire, 76 heures, plus de 74%, que ce soit pour les internes ou pour les seniors, trouvent que leur temps de travail est excessif, avec un repos de sécurité qui est absent dans 91% des cas. Alors, c'est en 2015. Actuellement, le repos de sécurité est plus respecté, mais je dirais pas assez. C'est vrai que pour nous, il est souvent difficile pour les internes de partir avant midi. Il y a une charge, il faut remplir les dossiers des patients qui sont hospitalisés la nuit, il faut encore faire ses prescriptions sur les ordinateurs, et effectivement, ils partent rarement à 9h le matin après leur garde. Alors, ce qu'on retrouve, c'est que la permanence des soins est jugée comme normale. Les internes fonctionnent plus en garde en neurochirurgie, et puis nous, on fonctionne plus en astreinte. Et également, l'organisation de la permanence de soins est jugée comme normale. Et finalement, le temps de travail est excessif par la permanence des soins. Donc, il y a un premier paradoxe qui montre le volontarisme des neurochirurgiens, parce qu'on aime le travail. Donc, on n'est à la fois pas très content du temps de travail qui est excessif, mais en même temps, on est satisfait de l'organisation de la permanence des soins. Ce qui est également jugé dans cet article, c'est que 81%, donc c'est un chiffre élevé, trouvent leur salaire insuffisant, probablement par manque de valorisation de leur temps de travail. Et ça, que ce soit pour les internes ou pour les seniors. Ce qui est très bien, c'est que l'ambiance de travail est globalement bien perçue, qu'il n'y a pas de différence entre internes et seniors. Donc finalement, les conditions de travail sont plutôt jugées positivement pour les neurochirurgiens.
Alors, qu'est-ce qui est spécifique aux femmes? Finalement, ce que je vous ai décrit, c'est des pénibilités, des conditions de travail qui sont les mêmes pour un homme ou pour une femme. Alors, qu'est-ce qui est différent pour une femme? Alors déjà, au niveau de la démographie, les neurochirurgiennes en France, en 2018, on était 17%, 25% d'internes femmes en neurochirurgie, mais seulement 4 femmes professeurs contre 60 hommes professeurs en neurochirurgie. Il y avait également 2 femmes professeurs d'anatomie et seulement 2 femmes chefs de service. Et vous voyez, quand on regarde la démographie, la carte du monde, finalement, la France qui est en orange n'est pas si mal lotie. Plus on est en rouge, plus les femmes sont nombreuses. Mais on est encore trop peu. Alors, il y a une affiliation au Congrès américain de neurochirurgie qui a créé les WINS, c'est Women in Neurochirurgie, pour promouvoir la place des femmes en neurochirurgie. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'est la difficulté pour une femme en tant que neurochirurgien? D'abord, il y a des biais inconscients. Et je vais vous montrer qu'il y a une différence entre ce que l'étudiante en médecine va percevoir de la neurochirurgie en tant que femme et ce qui est la réalité du terrain. Il y a toujours le harcèlement et l'augmentation des responsabilités des femmes au niveau à la maison et au niveau de la famille. Et ce qui est important, c'est le manque de menteurs, le manque de leaders féminins. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré 2 professeurs en neurochirurgie, femmes, qui m'ont toujours beaucoup soutenue. C'était des pionnières et je pense que pour elles, c'était beaucoup plus difficile que pour moi. Et j'espère que pour la génération future, ce sera encore plus facile. Et c'est même à Strasbourg, à chaque fois que je rencontre professeur Faka, il y a toujours un mot d'encouragement. Et je pense que pour une femme, c'est toujours très important. Alors l'inégalité des salaires ne ressort finalement pas dans les études que j'ai retrouvées et je vais vous le montrer. Alors les sujets de discrimination. Les femmes en neurochirurgie se plaignent plus de discrimination que les hommes et principalement à cause de leur genre. Donc 95% versus 9% pour les hommes. Mais on voit qu'il y a une discrimination également par rapport à la hiérarchie au sein d'un service, mais il n'y a pas de différence pour les hommes et pour les femmes. Les deux subissent des discriminations par rapport, on va dire, à leur qualification. Et finalement, quand on regarde la littérature sur femmes et neurochirurgie, on voit que c'est une littérature récente. Sur PubMed, on voit que la littérature est depuis 2022-2023 où on s'intéresse à la pénibilité des femmes en neurochirurgie et qu'est-ce qu'elles ressentent. Alors, qu'est-ce qui ressort dans cette littérature? La première chose, c'est une difficulté à faire carrière. Encore une fois, il n'y a pas de différence en termes de salaire pour les femmes. La deuxième chose qui ressort dans les études, c'est par rapport à la famille et à la maternité. Je vais revenir dessus. Un temps insuffisant pour s'occuper des nouveau-nés et une inadéquation entre le temps professionnel et le temps personnel et une difficulté par rapport au congé maternité. Et puis, la troisième chose, on en a déjà parlé, c'est une difficulté pour les femmes à aller avoir des postes de responsabilité, donc à devenir un leader en tant que féminin. Et je pense que c'est très important pour une étudiante en médecine qui veut faire une spécialité. Si elle ne voit pas de femmes dans cette spécialité, ni d'enseignants dans cette spécialité, ça va être un frein. Donc en termes de maternité, pour les femmes en neurochirurgie, la plupart ont des enfants à la fin d'internat, début de clinica ou année de recherche. Ce qui est important, c'est que 63% des femmes considèrent que leur clinica n'est pas adapté à une grossesse. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que 30% des femmes neurochirurgiennes décourageraient d'autres femmes de faire une carrière en neurochirurgie à cause de la maternité. Et quand on regarde les obstacles que sont décrites par les femmes pour la grossesse, on voit qu'il y a toujours les obstacles, c'est pas assez de temps pour les nouveau-nés, la pression de la société, la discrimination des collègues. Ça ressort dans les études, et aussi une difficulté à pouvoir faire le travail au sein d'un service. Mais on voit que ces obstacles sont plus fréquemment décrits par les femmes qui souhaitent avoir des enfants que par rapport à celles qui ont des enfants. Donc il y a une différence par rapport au ressenti des femmes et à celles qui ont vécu, même si les chiffres sont encore trop élevés par rapport aux femmes qui ont eu des enfants. Néanmoins, 30% de femmes ne décrivent qu'il n'y a pas eu d'obstacle pour leur maternité.
Par rapport au congé maternité, c'est pareil, c'est la pression de la société, difficulté de prendre des jours de congé pour s'occuper des enfants, discrimination des collègues et puis aussi la perte de leur carrière. Ça ressort de façon significative pour les femmes. Et puis il y a également cette difficulté pour avoir des enfants, 40% pour les femmes en neurochirurgie, mais également un quart pour les hommes, qui serait lié à un stress pour les deux sexes. Mais il y a également des difficultés physiques liées à la spécialité pour la grossesse. Effectivement, c'est corrélé qu'il y a plus d'augmentation de risque de complications obstétricales par rapport au nombre d'astreintes, mais également au temps au bloc opératoire. Je vous l'ai dit à l'introduction que finalement nos durées de bloc opératoire peuvent durer plusieurs heures. Les horaires de travail qui sont longues, et puis le réveil tôt, nous on commence effectivement à 7h15, ce seraient des horaires pas adaptés à une grossesse. L'irradiation, alors la neurochirurgie, on peut aussi faire de la chirurgie du rachis. Puis j'ai une de mes collègues qui me disait, quand elle était enceinte, on lui a demandé de faire une fracture du rachis. Elle a mis un tablier de plomb pour se protéger, un deuxième tablier de plomb pour se protéger quand elle était enceinte. Elle est sortie, elle allait aux urgences gynécologiques, elle n'arrivait plus à marcher. Pendant 3 heures, elle a porté ce tablier de plomb. Donc effectivement, c'est une difficulté physique liée à la spécialité. Alors, quelles sont les solutions qui ont été proposées par cette affiliation du Congrès américain, donc WINS? Finalement, c'est d'adapter le congé de maternité, faciliter des journées off pour s'occuper de leur enfant, mais également favoriser les mentors féminins, donc favoriser, augmenter les femmes dans les postes à responsabilité. Prioriser les invitations de femmes dans les congrès, parce qu'il faut communiquer sur ce sujet, je pense que c'est important, mais il faut aussi montrer à la jeune génération qu'il existe des femmes dans ce métier. Puis bien sûr, éliminer le harcèlement. Et alors leur objectif, et je pense que c'est notre objectif commun, c'est de ne plus parler de ça dans quelques années. C'est qu'on n'ait plus besoin de parler de ce problème que serait la féminité. Et puis en juillet 2021, notre gouvernement a sorti un projet sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, et puis l'axe 4, c'est renforcer l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Puis on voit que encourager l'engagement des femmes dans la carrière hospitalo-universitaire, et puis disent la même chose, il faut favoriser une mobilité précoce pendant l'internat et plus après la thèse. Il faut communiquer sur les dispositifs de lutte contre les violences sexistes, et informer régulièrement sur l'état de l'égalité professionnelle homme-femme. Et il propose que lors de la révision des effectifs, à chaque fois nous discutions de cette égalité entre femmes et hommes. Puis nous avons de la chance, nous avons au sein de la neurochirurgie notre présidente du Conseil national des universités, Evelyne Memry, et notre présidente de la Société française de neurochirurgie, professeure Sophie Colna, qui m'ont effectivement toujours soutenue pour mes projets. Puis je finirai sur cette phrase de Spetzler, qui est un grand neurochirurgien. Finalement, ce qui est le plus important pour un candidat, c'est sa passion, ses compétences, et ce n'est pas son genre, ni d'autres formes de discrimination. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. J'ai le plaisir de rappeler la mémoire d'une collègue de la Pitié-Salpêtrière, qui a été la première femme PUPH de neurochirurgie, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, Aimée Redondo, que vous avez peut-être connue, chers collègues. Pas connue physiquement, mais entendue, oui, tout à fait. Voilà, c'était une collègue formidable. Et donc, elle a été chef de service pendant 30 ans. Elle a fait beaucoup pour le métier, la transmission. C'était une femme tout à fait remarquable. Fille de républicain espagnol, réfugié en France pendant l'époque de Franco. Voilà, donc j'espère que vous êtes Serge me dit que vous allez être PUPH certainement. Vous l'êtes déjà, vous avez été... Normalement l'année prochaine. D'accord. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que la neurochirurgie provoque parfois un burn-out, même parfois malheureusement qui va loin, puisque on a un collègue neurochirurgien de Grenoble et qui malheureusement s'est suicidé il n'y a pas très longtemps. Donc j'imagine que ça peut aller loin et qu'effectivement prendre soin du bien-être des neurochirurgiens,
Ça devrait faire partie des... Je pense qu'on n'est pas nombreux choses. et le travail d'équipe est primordial. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça, quand on voit le regard des collègues, qu'il y a une discrimination des collègues, ça peut être dur. Moi, j'ai une de mes consoeurs qui a fait ce que j'expliquais à Mme Faka, qui a eu 2 enfants. Et je lui ai demandé de m'écrire ce qu'elle a ressenti pendant ses grossesses. Et c'est assez troublant, toutes les remarques qu'elle a subies de mes collègues que je ne pensais anodines. Et en fait, c'est pas rien. Moi, je disais à mes collègues que, là, j'en ai pas parlé, mais on proposait aussi qu'au retour de congé de maternité, pendant les 3 premiers mois, on devait être flexible au niveau des horaires des femmes. Et mes collègues me disent, mais alors du coup, on va devoir faire leur travail à la place. Si vous partez pendant les 3 premiers mois à des heures, qui va faire le travail? C'est nous. Et donc, ça crée un réel problème. Une tension au sein d'équipe quand on n'est pas nombreux, bien entendu. Catherine me disait quelque chose en comparant le contexte civil dans les CHU et le contexte militaire où il y a un autre état d'esprit, semble-t-il, plus solidaire dans l'ensemble de l'équipe. Très probablement. Micro. Très probablement, parce que je pense que les gens dans les services, ils sont aujourd'hui assez peu nombreux pour avoir envie de se protéger les uns les autres. Donc je pense que là-dessus, c'est très vrai. Comme je disais, la féminisation, elle est importante dans le service de santé des armées, finalement, jusqu'au niveau, dans tous les niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était faible, mais moi, je considère avoir été bien accompagnée par mes camarades et chefs masculins. Et aujourd'hui, la féminisation est nette et c'est une volonté des différents ministres qu'on a eus. Donc du coup, ça fixe quelque chose. Après, peut-être qu'on a été formés par toutes nos études à avoir beaucoup de gueule, je dirais, et de capacité à répondre. C'est-à-dire que, d'abord, les grossesses, aujourd'hui, c'est plus 5 grossesses par femme, enfin, le plus souvent par femme médecin. Une grossesse, c'est pas plus handicapant qu'une fracture du fémur sur la durée d'immobilisation. Donc, il faut pouvoir renvoyer quand même les gens dans leur but. Et ensuite, je pense sincèrement très bien. que le travail en équipe s'organise et qu'il y a des choses qui peuvent être faites à certaines heures, par certaines personnes, ou qui demandent moins de force physique. Si on reprend le travail administratif, ça peut être la concession faite dans l'organisation. Enfin, il y a des possibilités d'organisation. Et ça me rappelle quelque chose sur les médecins anesthésistes. Quand j'ai commencé mes études, les médecins anesthésistes, il y avait quand même beaucoup de femmes de la formation CES qui étaient extraordinairement organisées. C'est l'époque où les anesthésistes nous quittaient en plein bloc opératoire, on ne s'en rendait même pas compte, elles changeaient de tête derrière le champ. Et les femmes, quand elles veulent organiser, elles organisent très bien. Et je pense qu'il faut prendre le pouvoir là-dessus. Pas surtout, bien sûr, la science reste la science. Mais sur l'organisation, je pense qu'on est plus forte que les gars et il faut le faire. Est-ce que Pardon, Jacques, bien sûr, prends la parole. Micro, derrière toi. Bravo encore pour ce topo, qui n'est pas uniquement du slogan, qui est basé sur une analyse de la littérature, un vécu. Et moi, je voudrais rebondir sur, effectivement, les réflexions des hommes lorsque une chirurgienne revient de maternité. Je crois qu'il y a un élément fondamental. Les chirurgiens doivent savoir ce qu'ils gagnent à avoir des femmes dans un service de chirurgie. Et pour ça, pour changer cette mentalité, il y a 2 éléments. La première, c'est qu'il faut rompre un certain nombre d'idées reçues. Idées reçues sur la discussion qu'on a eue entre la force physique, l'entraînement, la résistance physique. C'est-à-dire que la résistance physique, les femmes l'ont autant que les hommes et il n'y a aucune raison, elles sont capables, c'est pas l'héroïsation des mecs qui se lèvent la nuit, on ne l'a pas pour les femmes qui se lèvent pour leur bébé, pour tout ça. Ça, c'est élément important. Donc, détruire un certain nombre, à mon sens, d'idées reçues, et puis, d'idées standards. Puis la deuxième, c'est insister sur le bénéfice. La méticulosité, c'est un bénéfice. Et il y a des papiers. Le papier du JAMA, il est pas truqué, parce qu'il y a également, il y a 2 papiers là-dessus qui démontrent très bien cette attention aux détails, cette méticulosité qui n'est pas la même. Moi, j'ai bénéficié, je l'ai d'ailleurs écrit, dans un service de chirurgie de transplantation, par rapport dans une précipitation sur l'innovation. Les femmes ont leur rôle dans la discussion. Les femmes, elles ont leur rôle dans la discussion à condition qu'on leur donne la parole. Et pour leur donner la parole,
il faut que ça soit automatique. Il ne faut pas qu'elles parlent uniquement quand elles ont envie. Il faut faire soit des tours de parole, il faut obligatoirement, parce que la femme n'a pas tendance, les chirurgiennes n'ont pas tendance à s'exprimer. Donc, c'est des éléments volontaristes qui me semblent fondamentaux pour que, une fois que les chirurgiens auront compris ce qu'elles gagnent à avoir des femmes chirurgiennes dans leur service, dans le service, il y a un arrêt, au moins une restriction de ces éléments très vexatoires. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai juste une petite question là, qui me démange pour vous toutes. Est-ce qu'il ne faudrait pas rallonger le congé de maternité? Il y a plein de choses à faire là-dessus. Oui, mais en Suède, il est d'1 an, c'est avec 1 mois obligatoire pour les hommes. Là, vous êtes obligé de retravailler extrêmement vite. C'est pas possible, ça. Non, je ne sais pas, mesdames. Par les hommes aussi. Hein. Oui, il y a 1 mois obligatoire par les hommes. Et s'il n'est pas pris, il est perdu, bien sûr. Sur le congé de maternité, je pense qu'entre notre génération et la génération actuelle, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est la notion de grossesse précieuse. Nous, ma génération, on a été enceinte, comment dire, je dirais extraordinairement naturellement et simplement. Et nos grands-mères avaient 10 enfants. Et donc finalement, on n'a pas eu ce sentiment de surprotection et du fait que le train ne repasserait pas. Enfin, moi, je ne me souviens pas avoir eu d'angoisse particulière ou de peine particulière. Et pour les filles qui étaient autour de moi non plus. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Une question un petit peu complémentaire. Est-ce que dans le cadre de ces, disons, ces spécialités très difficiles, est-ce que vous organisez des réunions de débriefing, de prise de parole, comme on le fait dans les services de mort médicalement assistés, où il y a, les situations sont pénibles, mais parler entre, c'est un problème de culture, d'échange et de partage, sinon, effectivement, on arrive à des situations de conflit. Alors non, on n'a pas débriefé, mais ce que je disais, c'est que c'est toujours très dur pour les pionnières. Et pour ma collègue qui a été enceinte, une des premières, elle disait que pour elle, c'était très difficile parce que c'était la première femme à avoir un enfant dans le service. Et donc, c'est elle qui a ouvert toutes les barrières. Et c'est toujours plus difficile pour les premières. C'est sûr, c'est sûr. En tous les cas, mille merci. Très, très belle présentation. On vous remercie beaucoup. Et,